Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette petite vidéo. Je dis petite, mais ce sera pas forcément petite. En fait, c'est une vidéo dans laquelle on va passer en revue tous les jeux qui sont sortis depuis un mois. Alors non, quand je dis tous, c'est un peu faux. On va prendre en revue tout ce qui est sorti sur un mois, que ce soit en jeu pour enfants, en jeu d'ambiance, en jeu familiaux, en jeu de stratégie. Mais on va passer en revue ce qui nous a plu depuis un mois. Les choses auxquelles on a joué, les trucs qu'on trouve sympas. On se dit, c'est l'occasion d'en parler. C'est un format de vidéo qu'on pense refaire tous les mois. Tous les mois, on prend tous les trucs qui sont sortis depuis un mois et on parle de ce à quoi on a joué, de ce qu'on aime bien. C'est parti. On commence tout de suite avec les jeux pour enfants. Alors, il y a un jeu pour enfants qui est sorti, ça s'appelle Wendigo. Et comme j'aime le dire, c'est un jeu pour enfants, mais pas que. Oui, ouais. C'est nous, on y a joué entre adultes, même plusieurs fois, et franchement, c'est cool. Et donc Wendigo, en fait, c'est un jeu asymétrique où il y a un joueur qui va être le Wendigo, et les autres joueurs jouent les petits scouts. Le but pour le Wendigo, c'est d'arriver à capturer 5 scouts. Le but pour les scouts, c'est de trouver qui est le Wendigo, qui se cache, où est le Wendigo parmi eux, en fait. Petit côté cache-cache, ouais. Petit côté loup-garou, en fait, où on est tous contre un grand méchant Wendigo qui bouffe des scouts au fur et à mesure. Enfin, qui les kidnappe, qui les fait disparaître. Je sais pas ce qu'il fait. C'est super joli. C'est super joli, c'est c'est vraiment très chouette. Vraiment. Petit graphisme à la Lao, avec des petits bonhommes, avec un petit foulard et tout. C'est ça, ouais. Et surtout, ce qui est très plaisant, c'est que ça installe vraiment une ambiance, quoi. Complètement. Où, voilà, il y a des personnages qui vont disparaître, etc. Il y a un temps où on ferme les yeux, et même si on n'est pas forcément avec des enfants, etc., il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Oui, c'est à ce côté loup-garou où on ferme les yeux, le Wendigo capture un scout, on ouvre les yeux, qui a disparu, où est-ce que c'est passé? Super mignon. Ouais. Non, vraiment très bien. Par le même éditeur que La Chasse aux monstres. Scorpion masqué, des gens qui font des choses bien. Donc oui, ça, à partir de 6 ans, je pense que même 5 ans, c'est même 5 ans, carrément jouable. En clavier, tout ça, on peut jouer à super nombreux. Et honnêtement, on s'ennuie pas en tant qu'adulte, quoi. Donc ça, c'est un gros plus. Wendigo, un truc qui est sorti ce mois-ci et qu'on a beaucoup aimé dans les jeux pour enfants. On va parler maintenant de Tim t'aide à ranger, un jeu où vous apprenez à votre enfant à ranger sa chambre. C'est à partir de 2-3 ans. C'est vraiment dans les tout premiers jeux. En fait, Tim t'aide à ranger, c'est la réédition d'un jeu au nom très évocateur, Pino Sortino. Voilà. Pino Sortino, on comprend pas trop ce que c'est, alors que Tim t'aide à ranger, on comprend un peu mieux. L'idée, c'est qu'il y a un petit plateau qui représente une maison. Et dans cette maison, c'est un plateau avec des trous. Et du coup, il y a Tim qui va se déplacer dans la maison avec un dé de couleur de case en case et qui va devoir retrouver ce qui va à l'emplacement du trou, comme un petit jeu d'encastrement. Quand il arrive dans la salle de bain, il va devoir arriver devant la baignoire. Vous devez retrouver parmi toutes les plaquettes qui sont pas cachées, la plaquette de baignoire. L'idée, c'est que les plaquettes, en fait, on voit la forme. On voit si c'est une baignoire, si c'est un pot dans lequel on met la brosse à dents, si c'est une télévision. Du coup, il faut qu'il se déplace dans la maison et qu'on arrive à retrouver les différents objets. C'est du 2-3 ans. Mais c'est super mignon de retrouver des petits trucs, de les insérer dans ce qu'il faut, c'est super coloré. Moi c'est un truc que j'ai toujours bien aimé dans les jeux à partir de 2-3 ans. Et en plus il y a les petites figurines de Tim, la nouvelle édition de chez Matago est quand même beaucoup plus sympa. Il faut qu'il trouve son sandwich pour le mettre dans l'assiette. 2-3 ans, ça fait le taf. Tim t'aide à ranger. C'est ça, puis ça change un petit peu des jeux d'observation habituels, du memory, etc. On est sur un petit jeu de parcours tout simple, les enfants peuvent jouer tout seuls, dès qu'ils ont compris l'idée, quoi. Donc, effectivement, assez chouette. Carrément. On parle maintenant d'un jeu qui a gagné le Kinderspiel des Jahres, le jeu pour amener de l'enfant. Alors, on l'a refait, on se moque de moi. Mais j'aimerais vous entendre dire Kinderspiel des Jahres. J'arrive en allemand, j'arrive vachement bien en français. Le prix du jeu de l'année pour enfants en Allemagne. Ghost Fighting Treasure Hunters. Les fantômes qui chassent les trésors cachés en français. Petit jeu édité par... c'est pas un petit jeu, faut arrêter. Jeu édité par Mattel. Un jeu coopératif dans lequel on va essayer de rentrer dans un manoir, essayer de récupérer des trésors et de sortir du manoir avec tous ces trésors. Gros côté pandémie. En fait, ça se passe dans une grande maison. Au début du jeu, il y a plein de trésors à l'intérieur. C'est simple, hein. C'est un jeu pour les enfants de 6, 7, 8, 9, 10 ans. École primaire, foncez, c'est fait pour. Vous jetez un dé, vous vous déplacez, vous essayez d'aller là où il y a les trésors et de sortir de la maison avec.
Le problème, c'est quand vous jetez le dé, vous avancez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Et si vous avancez que de 1, 2, 3, 4 ou 5, pouf, il y a des fantômes qui apparaissent. Plutôt que d'aller récupérer des trésors, vous allez peut-être vous dire, il faut qu'on aille sur des cases de fantômes pour jeter des dés et les éliminer. Parce que les fantômes, s'il y en a un dans une salle, ça va. S'il y en a deux dans une salle, ça va. S'il y en a trois dans une salle, ça va pas. Ils se transforment en gros fantômes. Et ces gros fantômes, faut pas qu'il y en ait trop. Dès qu'il y en a 6, c'est perdu. Du coup, faut courir, à aller récupérer les trésors, à sortir de la maison avec. Il y a même des tas de variantes dans lesquelles les trésors, on vous demande de les récupérer dans l'ordre. D'abord celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Ils apparaissent à chaque tour, les fantômes. C'est la course. C'est très dur à gagner. On va le dire, on gagne pas tout le temps, mais en même temps, on se marre. C'est à ce petit côté pandémie de on veut aller là, et le tour d'après, il y a un fantôme qui apparaît là, alors non, en fait, on va là, il faut courir partout. Si vous aimez bien ce genre de jeu-là et que vous voulez jouer un truc comme ça avec vos enfants, ou si vous voulez jouer un truc avec des enfants qui dure 20 minutes et qui est coopératif, du coup, dans lequel faut s'entraider, faut discuter, c'est Mattel qui fait ça. Il y a plein de petites figurines de monstres, c'est super mignon. C'est les graphismes, les graphiques de Pyro, un type qui a fait plein de jeux jolis, Medieval Academy, genre de choses-là, c'est très chouette. Très bien. 2-4 joueurs, ça roule. On passe maintenant au jeu d'ambiance. Pour d'ambiance. Oui, pour ambiance, pour s'ambiancer. Est sorti Dodlido, je l'ai bien prononcé, un nouveau jeu Gigamic dans la gamme des jeux Mytho, Salade de cafard qui marche hyper bien. C'est un petit jeu de rapidité, d'observation, de choses comme ça. C'est tout bête, il y a des animaux, il y a des couleurs, on va sortir des cartes et chaque tour il va falloir dire s'il y a des animaux de même couleur, s'il y a des mêmes animaux, s'il y a rien. Des fois, il y a des tortues, mais elles ont l'air un peu interrogatives. Il faut dire tortue au lieu de dire juste tortue. Oui, Des choses comme ça. À chaque fois, faut dire un truc, et dès qu'il y a une tortue qui apparaît, avant de dire quelque chose, faut dire quelque chose. C'est ça. Et si on fait alors qu'il n'y a pas de tortue, boum, c'est ça. On ramasse. Donc à chaque fois, va falloir parler, mais il faut surtout pas dire de bêtises. On joue hyper rapidement. Et du coup, dès qu'il y en a un qui dit une bêtise, il récupère les cartes. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Pardon. Oui, c'est vraiment dans l'idée de la salade de cafard, genre le truc là, où le cerveau va pas aussi vite que la main, quoi. Il faut qu'on joue très vite, il faut que le cerveau réfléchisse, et puis c'est pas des trucs super intelligents. Moi, mon cerveau, il arrive pas à réfléchir à des trucs. Même quand il y a rien, il faut dire rien. C'est ça. Le mot rien. Exactement. Et plus vite on joue, plus ça va être sympa et plus on dit n'importe quoi. Ouais, ça va pas dépareiller dans le côté de la salade des cafards de Mytho, genre un petit truc là qui se joue, des petites conneries qui se jouent en soirée, c'est ça. Avec à boire à côté. Sauf si vous avez 8 ans, vous buvez un coca. c'est ce que je me suis dit. On passe de suite à un petit jeu où je crois que je suis le seul à y avoir joué hier soir. Et d'ailleurs, j'ai encore des traces de flotte sur les bras. Parce qu'à un moment, discuté, et hop, je me suis appuyé sur mon dessin. Vous voyez, ça déteint. Et je me suis lavé 2 fois, quoi. Ça part toujours pas. What is it? Un petit jeu de dessin. Pour le coup, vraiment dans la même lignée. Qu'est-ce qui c'est un jeu de dessin pour, c'est pas très malin, mais c'est drôle, du coup. L'idée est toute bête. C'est un jeu d'Hervé Marly, le mec qui a fait Loup-Garou, genre de choses là. L'idée, c'est toute bête. Vous avez un petit panneau, c'est une sorte de panneau interdit, et vous devez faire deviner quelque chose aux autres joueurs. Ce que vous faire deviner, c'est 2 ou 3 cartes à la fois. Par exemple, ça peut être interdiction aux mousquetaires de faire du camping. Alors, vous dessinez un mousquetaire qui fait du camping, et chacun va montrer son dessin aux autres joueurs, faut trouver. Puis ça dure 3 manches, et à chaque manche, on va rajouter des choses. La manche d'après, ça va être interdiction de lancer un chauve qui a 3 jambes. Ben vous allez dessiner un lancer de chauve à 3 jambes. Interdiction de laver les tétards avec un monosourcil. Alors vous allez passer là, dessiner des tétards avec des monosourcils, un mec qui les lave. Évidemment, on est tous en train de dessiner en même temps, et il y a toujours un type qui va dire « Top, c'est fait » au bout de 10 secondes, alors que vous galérez à dessiner un mousquetaire. C'est parfaitement idiot. Après, du coup, la personne monte son dessin, il faut être le plus rapide à trouver. C'est quoi ça? C'est des spermatozoïdes en François Fillon? Alors non, et on discute. C'est complètement idiot. Le chauve à 3 jambes, c'est quoi cette 3e jambe? Voilà. Des cas très concrets. C'est parfaitement bête, mais dans l'esprit d'esquisser genre de conneries là où très vite on arrête de compter les points. C'est ça. Parce que bon. Et moins tu sais dessiner, plus c'est rigolo quoi. Ah oui, attention, si je vous ai pas ramené mes dessins. Mais j'avais quoi? Interdiction de laver un borgne barbu.
Il y a encore un peu de barbe, de bord, là. C'était très très beau. Très très beau. Donc très drôle. What is it? Petit jeu, 20 €, un truc comme ça, je crois. Très bien. On a oublié de parler du cri de Rosemary. C'est entre ambiance, enfin, ça reste quand même un jeu d'ambiance. C'est un jeu, enfin c'est un jeu. C'est un livre. Hein. C'est à part. Voilà, c'est un peu à part. A priori, c'est un peu, on va y jouer seul. Ou à plusieurs. Mais on peut y jouer seul, hein. C'est un livre enquête. Un peu dans la lignée des livres dont vous êtes le héros, ou des Sherlock Holmes, des choses comme ça. C'est-à-dire que, dans ce petit livre, il y a une grosse enquête. C'est-à-dire que, vous allez lire le pitch de départ, on va vous poser 10 questions auxquelles il faut répondre. Et après, vous allez pouvoir investiguer, vous allez pouvoir tout lire. Il y a les feuilles de personnages, elles font 15 pages chacune, il y a les circonstances, il y a plein de choses, il y a des documents, il y a vraiment plein de choses. Et vous allez essayer de découvrir ce qui s'est passé. Le truc, c'est qu'il n'y a pas la solution dedans. En fait, vous allez pouvoir aller sur un forum qui est dédié et pouvoir partager vos théories avec les autres joueurs et voilà, peut-être même vous aider. C'est un côté un peu entraide, tout ça. Théorie du complot. Et la solution arrivera a priori plus tard. Ouais, c'est super riche. Hein. Il y a plein de choses. Des procès-verbaux du témoin, on trouve parfois des documents qui sont déchirés, genre des sortes de portraits robots, des discussions entre des gens. C'est super vaste. On peut s'y perdre, et c'est tout l'intérêt de la chose. Je pense. Si vous aimez bien les enquêtes, et les bonnes grosses enquêtes, a priori, c'est plutôt très bien. Ouais. Une redoutable énigme. Prends ça, Christophe Ondelat, va résoudre ça. Allez, cette fois-ci, on passe aux jeux familiaux. Familiaux, c'est un terme... vous n'êtes pas obligé de jouer avec votre famille. C'est souvent des trucs auxquels on joue en soirée avec ses potes. Plus accessible en termes de règles. Ouais, pas des gros jeux. Des trucs où, voilà, en 5 minutes, vous avez expliqué le jeu, et même quelqu'un qui est pas hyper passionné par les jeux, vous arrivez à lui faire jouer Carcassonne, Splendor, Seven Wonders, d'une certaine mesure, ça reste des jeux familiaux. On passe de suite aux jeux familiaux. Fabulosa Fructus. Donc un petit jeu, oui c'est vrai, c'est un petit jeu, c'est rapide, c'est un jeu de cartes en fait, c'est tout simple. On va avoir le but du jeu, c'est de faire des smoothies. C'est des jus de fruits. Alors le thème, c'est les animaux qui font des jus de fruits. Oui, voilà. Et en gros, concrètement, on va avoir 6 tas de cartes sur lesquelles il y a des petits pouvoirs. À mon tour, je pose mon jeton, enfin mon animal, sur une carte et je fais le pouvoir dessus. Le pouvoir, ça va être piquer des cartes à mes adversaires, en récupérer d'autres, des cartes un petit peu en stop ou encore, je vais essayer d'en récupérer plein. Changer certaines pour d'autres. Voilà, des petites choses comme ça. Le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, il va y avoir beaucoup d'interactions les uns avec les autres. Ouais, on passe du son temps à se piquer les fruits, se les échanger, se les voler, les perdre, les regagner. Et il faut faire des bonnes combinaisons de jus de fruits, en fait. Il y a sur les cartes, il y a dire, voilà, si vous avez 3 fraises et une banane, vous faites un cocktail. Du coup, vous cherchez 3 fraises, une banane, en les piquant dans les autres, en les piochant, tout ça, quoi. C'est ça. Et en fait, quand certaines cartes ont disparu, on va rajouter des nouvelles cartes, mais qui n'étaient pas encore disponibles, avec des nouveaux pouvoirs, tout simplement. Et du coup, ça fait un jeu évolutif, ce qui fait qu'on va avoir des nouveaux pouvoirs, etc. Et pour une prochaine partie, on peut démarrer avec ces nouvelles cartes-là, tout simplement. Donc ça fait toujours des nouvelles parties, avec des pouvoirs qui sont de plus en plus intéressants, en fait. Ouais. C'est la force de Fabulosa Fructus. C'est ça. Truc, ouais. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a plein de nouvelles cartes qui vont apparaître à chaque fois. C'est comme si vous jouiez à Dominion ou à Seven Wonders et qu'on vous dit, tu as joué une armée, mais range-la dans la boîte, et voici une nouvelle armée, mais que pour la partie d'après. Voilà. On découvre toujours des nouvelles choses. Il y a des nouvelles cartes qui apparaissent sur le cas, il y a ce pouvoir-là, il y a cette chose-là. Fabulosa Fructus, on fait la première partie, on se dit, ah ouais, c'est sympa. On fait la deuxième, on dit, ah ouais, c'est sympa. Et en fait, on a envie de faire la suivante, comme dans Pandémie Legacy, genre de choses-là. C'est super malin, c'est un style de jeu, quoi, où quand vous finissez la partie, vous rangez tout, vous reprenez tout pour la partie d'après. Vous avez l'impression de vivre une méga partie qui se suit d'épisode en épisode. C'est ça. C'est un type de jeu qu'il fallait inventer. Je pense que ça vaut le coup de passer au-delà du graphisme qui est un peu enfantin. Ah oui, alors que le jeu l'est pas du tout, quoi. Enfin, c'est très familial. Ah oui, mais bon, ça convient tout à fait à des adultes et sans problème. Moi, j'ai joué à 2. C'est pas fou à 2. Oui, à 2, c'est pas terrible. C'est beaucoup plus rigolo à 3, 4, 5. On a joué à 5 et c'est vrai que pour le coup, c'est beaucoup plus n'importe quoi, mais c'est très drôle. C'est très bien. Donc ça, très très bien. On a des trucs sortis récemment, des animaux qui font du jus de fruits. Eh ben, c'est bien. On continue avec
Ah, Dream Home. Dream Home. Le jeu tout mignon. Très joli. Déjà, le gros plus du jeu, moi je trouve, c'est les illustrations. Toutes les cartes sont toutes différentes. Il y a un vrai travail d'illustration. Il y a plein de petits détails. Il y a plein de petites choses très bien. Ça existait depuis un bout de temps en polonais, je crois, sous le nom de Domek. Bon, ça fait moins rêver Domek. Et moi, j'attendais qu'il sorte en français parce que c'est super. C'est très chouette. Et en plus, le principe est assez simple. Vous allez construire la maison la plus fabuleuse possible. La maison de vos rêves. Voilà, c'est ça. Domek. Donc, à chaque tour, vous allez pouvoir récupérer donc une pièce et un accessoire, enfin un mobilier ou un toit ou des choses comme ça. Je prends une salle de bain et une ruche. Voilà, c'est ça. Et ensuite, vous allez l'agencer dans votre maison de façon à ce que les pièces soient à côté les unes des autres, qu'il y ait une salle de bain en haut et en bas, qu'il y ait une chambre, une cuisine et une salle de bain, que le garage soit dans le garage, que voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, c'est très bien. Moi, je l'ai mis au deuxième étage, le garage, quoi. On peut pas. Oui, voilà. C'est un petit côté Sushigo, en fait. C'est un petit côté Sushigo, c'est un petit côté vous avez commencé à récupérer un salon, vous voulez d'autres salons pour faire un gros salon. C'est des petits choix de cartes. S'il y a des cartes sur la table, vous pouvez prendre qu'une paire à chaque tour. Qu'est-ce que vous prenez les autres? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez aussi prendre moins de cartes pour être celui qui joue en premier la fois d'après? C'est ça. C'est 30 minutes une partie. C'est très rapide, ça marche très bien, c'est très joli. C'est à partir de 8 ans. Les règles sont hyper bien faites. Vraiment, moi je les ai lues, j'en lis pas souvent. Et là vraiment c'était en 5 minutes, je lisais, j'expliquais en même temps et c'était clair. La partie démarre tout de suite. Enfin, y a pas de question à se poser, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve. Et puis il est très beau. Ouais. Et puis on a vraiment envie d'en refaire une. Enfin, c'est ça. C'est vraiment rapide et vraiment chouette. Ouais, ça faisait très longtemps qu'on l'attendait. Moi, je l'attendais depuis super longtemps en français, quoi. Et non, gros kiff. Très très bien, Dream Home. On vous parle maintenant de Honshu, un petit jeu de construction de royaume japonais. Graphiquement, ça ressemble à Miniville, c'est-à-dire des cartes avec des morceaux de territoire, et chacun va essayer de construire un petit territoire devant lui. C'est un petit jeu de pli, en fait, comme la belote, le tarot, ce genre de choses-là. À chaque tour, on joue tous un morceau de terrain de notre main. Ces morceaux de terrain, certes, il y a des terrains dessus, mais il y a aussi des numéros. Celui qui a mis le plus grand numéro choisit le terrain qu'il veut dans ce qui a été joué, et le met chez lui. Et ensuite, celui qui a mis le numéro en suivant le plus fort prend ce qu'il veut pour mettre chez lui. Celui qui a mis le numéro le plus petit, il prend le morceau de terrain qui reste. On va chacun, avec ces cartes-là, agencer notre petit terrain. Il faudra qu'on voit des forêts, il faudra faire un grand lac, une grande ville. Les terrains, parfois, ils produisent des ressources. Il faudra les ressources les mettre dans des usines qui apparaissent sur nos cartes. Petit jeu de construction de royaume. Ça fait fumer le cerveau. On se dit, est-ce que je la mets là, ma carte? Est-ce que je mets une forêt? Mais j'écrase mon lac, j'écrase ceci. Mais c'est super plaisant. J'ai pas joué à deux. On a, voilà, je connais des gens qui l'ont joué à deux, qui trouvent ça très bien aussi. Vraiment, c'est mignon. Ça ressemble à Miniville, mais on n'a pas l'impression de jouer au même jeu. C'est plus cérébral, on récupère pas les cartes de la même façon. C'est beau, mais ça coûte 15 €. Je veux dire, pas très long en plus une partie. 40 minutes. Oui, c'est 30 minutes, ouais. En plus, dans la partie, parfois, on passe des cartes à son voisin et on a un malin plaisir à lui laisser toutes les cartes pourries qu'on n'a pas voulu jouer. Moi, c'est typiquement les jeux que j'aime bien, où en fait, la règle est simple, ça va, à mon tour, je vais poser une carte et récupérer une carte, et en même temps, pour faire des points, il faut vraiment optimiser, etc. C'est vraiment la stratégie des autres, et ce que je fais moi, qui fait l'intérêt du jeu, en fait. Voilà, sinon, c'est tout simple. Ouais, bonne surprise. Je dis surprise, c'était pas forcément une surprise, on se doutait que c'était bien. Très bon jeu, clairement Honshu. Partie des très bons jeux sortis ce mois-ci. On passe de suite aux plus gros jeux, des jeux avec plus de règles, un peu plus de stratégie. Des jeux experts pour les gens qui sont un peu passionnés par les jeux. On commence avec Averoma, un type avec une boîte avec un type en jupe qui veut qu'on tire sur son doigt. Donc un jeu rigolo. Pourquoi je dis ça, moi? Tu me l'as fait, cette blague aussi. Je touche le fond, regardez, il est là, je le touche. Averoma, du jeu de placement d'ouvriers. C'est-à-dire que vous avez des ouvriers, vous envoyez bosser dans le monde, il y a plein de cases, vous devez choisir lesquelles vous faites. L'astuce d'Averoma, c'est que vos ouvriers, ils ont un petit numéro dessus, qui va de 1 à 5. Ce numéro, il y a des endroits, il faut poser des 1, des endroits, il faut poser des 5, des endroits, il faut poser des 3. Quand vous voulez des sous, si vous mettez un 5 sur la case pour avoir des sous, ça rapporte plus de sous. Si vous mettez un 1, ça rapporte beaucoup moins. À vous de voir où est-ce que vous voulez aller dans le royaume. Il y aura plein de trucs à faire. Récupérer des sous, récupérer des ressources, aller dans des lieux qui sont numérotés de 1 à 5 si vous voulez aller dans le lieu 4. Il vous faut un ouvrier 4. Si vous voulez aller dans le lieu 2, il vous faut un ouvrier 2. Tout ça pour pouvoir construire des bâtiments
récupérer des cartes, faire venir chez vous des sénateurs qui vous donnent des pouvoirs spéciaux, débloquer des emplacements pour pouvoir poser vos sénateurs. Plein de choses à faire. Et le drame, mais sans s'en douter, on peut pas être partout. On peut pas tout faire dans Averoma. Et surtout vos ouvriers. Vous les mettez sur le plateau, et puis à la fin d'une manche, on les reprend les uns après les autres. Et il y a des tours, bah, vous voulez récupérer des 4, des 5, des 2, et c'est les autres qui vont vous les piquer avant, quoi. Et là, ça va être la guerre. Plein de trucs à développer, plein d'axes de, si je construisais ça, si je faisais ça, ah mais lui il me l'a piqué. Faut s'adapter en permanence à tout ce qu'il y a à faire. C'est du gros jeu. Ouais, clairement. Averoma. Ouais. C'est plus que du placement d'ouvriers habituel. Là, on est vraiment sur un jeu de placement d'ouvriers, mais avec un côté gestion, avec un côté, il y a beaucoup trop de choses à faire. Et donc là, on est sur vraiment une demi-heure par joueur, quoi. Faut faire des choix, ouais. Faut faire des choix, dire ça, il faut absolument que j'arrive à le récupérer, faut arriver à s'y tenir. C'est ça. C'est sorti il y a quelques temps, Averoma. C'est sorti il y a 6 mois. C'était sorti dans la semaine, aussitôt il y en avait déjà plus. Ouais. Ça a été refabriqué, on vous en parle maintenant parce que ça vient de ressortir et c'est vraiment dispo maintenant à Averoma. 2-3 joueurs, c'est très bien. Ouais, je pense qu'en fait, à plus, on se perd. Pourquoi en plus, c'est la guerre, hein, tout récupérer. En fait, il y a un peu trop de choses, on sait pas trop où en sont les autres, les iconographies sont très petites, ça c'est un peu le bémol du jeu. Les petites cartes, du coup, à 2, à 3, ça va, parce qu'on voit ce que font les autres. Voilà. Mais du coup, à 2, vraiment, enfin, c'était hyper chouette comme partie. Ouais, moi aussi, j'ai joué à 2, je trouve ça vraiment chouette, Averoma. Vraiment très intéressant, et à mon avis, plein d'axes à explorer, en fait. Pour qui aime bien les jeux de Stefan Feld, tout ça, on en reparle après de Stefan Feld. Très bien, Averoma. Et oui, d'ailleurs, on va passer à un jeu de Stefan Feld. Un de mes jeux préférés. L'année du dragon. In the year of the dragoon. Non, on dit pas dragon. Dragoon, lagoon, baboon, les mots qui finissent en oun, on les connaît tous. L'année du dragon. Moi, j'adore. C'est pas nouveau, ça a 10 ans. L'année du dragon. Moi, c'était sorti l'année où je débarquais au passe-temps et j'étais tombé là-dessus. Je fais waouh, ça c'est méga bien. Et j'en ai fait plein de parties. C'est une édition anniversaire un peu améliorée dans laquelle ils ont rajouté des petits éléments d'extension directement dans la boîte. L'année du dragon, c'est aussi bien un jeu dans lequel on se développe, mais c'est un jeu dans lequel on cherche surtout à survivre contre le jeu. Parce que l'année du dragon, c'est un peu comme 2016 quoi. C'est une année dans laquelle tous les mois, il y a un truc qui va pas, qui vous tombe dessus. L'idée, c'est de développer une province chinoise. Je construis des palais, je fais venir des gens à l'intérieur, et à chaque fin de mois, il se passe un truc. Alors les 2 premiers mois, on nous fout la paix. De l'eau passe sur la rivière et tout va bien, on construit nos palais. Par contre, dès le 3e mois, boum, il y a un truc qui vous tombe dessus. Et ça sera différent à chaque partie, c'est tiré au hasard. Il y aura des impôts. Il faut payer 4 pièces. Vous n'avez pas de pièces? Allez, pour chaque pièce qui vous manque, bam, un mec meurt dans votre royaume. Ah bon. Le tour d'après, c'est la sécheresse. Il faut du riz. Vous avez pas de riz? Boum! Un type meurt dans chacun de vos palais. Tour d'après, il y a une invasion barbare. Ah, vous avez pas fait assez de garde? Boum! Il y a des gens qui meurent chez vous. Le tour d'après, il y a une épidémie, sinon c'est pas drôle. Et hop, vous avez pas fabriqué de médicaments? Boum! Il y a des types qui meurent. Il faudra, du coup, avoir un gros royaume pour mettre plein de gens qui bossent pour vous à l'intérieur. Et pour les faire travailler, c'est des petites actions. Et c'est la guerre de les faire travailler. Parce que dès quelqu'un va dire, moi, je fais travailler mes riziculteurs, si les autres joueurs veulent travailler leurs riziculteurs, faut qu'ils payent. Une sensation dans l'année du dragon de lutter aussi bien contre les autres joueurs que contre le jeu. À la fin, c'est celui qui aura le plus survécu, grosso modo, qui va s'en sortir. Faudra faire les bons choix. Faudra arriver à survivre. Je trouve ça assez génial, l'année du dragon. C'est, il y a un stress. Complètement d'accord. Moi, je trouve que c'est un petit côté auberge sanglante. Dans le sens où, bon, j'adore l'auberge sanglante, forcément. Et où, en fait, on a envie de faire plein de choses. On se dit, ah, j'ai marqué des points comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, chaque tour, voilà, il faut pas aller trop loin. Parce qu'en fait, voilà, on a des choses qui viennent nous bloquer. Donc là, ça va être la famine, etc. Et on a beau savoir à l'avance ce qui va nous tomber dessus. Et bien, on se dit quand même, ah oui, c'est l'appât du gain de se dire, ah super, je récupère ça ce tour-ci, je vais marquer plein de points. Mais en fait, non, parce que j'ai pas récupéré les sous pour les impôts le tour prochain. Donc il y a plein de petites choses comme ça. C'est frustrant parce qu'on a envie de se développer et en même temps c'est très chouette parce que voilà, il faut optimiser. Et de temps en temps, il y a un lancer de feu d'artifice et là on se dit personne ne meurt lors du lancer de feu d'artifice, c'est la bonne nouvelle. Non, vraiment l'année du dragon, un gros kiff. Un jeu de Stefan Feld, un allemand qui fait plein de jeux, dans ces plein de jeux, il y a des trucs assez cultes qui sont pour moi l'année du dragon, qui sont les châteaux de Bourgogne, des jeux comme Trajan, des jeux où il y a plein de choses à faire et il se passe toujours quelque chose. C'est toujours une expérience un peu passionnante, les jeux de Stefan Feld. Et c'est pas trop long.
Nous, on a De toute façon, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ouais, ouais, on a joué en 1 heure et quart, je crois. C'est le signe des bons jeux, quoi. C'est qu'on est dans le truc et on n'a pas le temps de se dire, ah, j'ai fait les cours. Non, l'année du dragon, on est dans l'année du dragon. Et quand c'est fini, on dit, ah, ouh, j'étais dans l'année du dragon. Vraiment un truc à conseiller vivement. De manière vive. On continue avec un tout autre style de jeu. On parle de héros. On parle de héros. Il est à l'endroit? Oui, il est à l'endroit. Héros, un jeu de chez Edge. Un jeu comme ça qui fait peur, avec une couverture qui fait un peu peur. C'est un petit jeu d'affrontement. C'est pas un petit jeu, c'est un jeu d'affrontement. Héros, 2-4 joueurs, c'est plus un jeu à 2. On va pas se le cacher, il faut dégommer votre adversaire. C'est ça. Un petit plateau chacun devant nous, avec nos créatures et notre héros. Et vos créatures, elles tapent sur les créatures du plateau du joueur en face. Ce qui est très drôle dans Héros, parce que c'est un truc drôle. Ça a pas l'air, mais c'est marrant. C'est que pour jouer dans le jeu, vous jouez en jetant des dés et en trouvant les dés qu'il vous faut, quoi. Vous avez besoin de jouer vos cartes dans la main qui nécessitent des rouges. Il faudra que vous jetiez vos dés, que vous trouvez des dés rouges. Vous voulez déplacer des créatures, il faut telle ou telle couleur. Vous voulez piocher des cartes, il faut telle ou telle face sur le dé. Au top départ, on prend tous nos dés et on les jette. On garde ce qu'on veut, on relance ce qu'on veut pas. On prend, on jette, on relance. Dès qu'un joueur a ce qu'il veut, stop. Tout le monde joue en même temps. C'est du simultané. C'est du simultané. Partie de héros, c'est 40 minutes. On passe son temps à se taper dessus, se tuer les créatures, piocher des sorts. Et généralement, à la fin d'une partie, moi je suis fatigué. Je dis, on sent le côté combat épique, quoi. On fait du sport. Allez, c'est parti, on réfléchit à son tour, je veux du dé rouge pour pouvoir lancer mon sort. Je jette, c'est bleu, non, c'est bleu, non, c'est bleu, ah! Et on hurle, là, héros, moi c'est des heures des heures à chouiner. Là, comme ça, je l'ai vu la boîte, je dis, oui, bon, ça a l'air austère, ça a l'air un peu... Bah non, c'est drôle, c'est fun, quoi, héros. Et puis même, moi, l'idée de lancer des dés frénétiquement et de jouer des cartes un peu à la hachise, etc., pour aller attaquer mon adversaire, j'étais là, bof, etc. Et en fait, à jouer, c'est vraiment plaisant. Puis effectivement, moi, j'étais hyper crevée au démarrage. Et en fait, ça réveille qu'on est là, non! Voilà, c'est très chouette et c'est vraiment aussi stratégique qu'on est vraiment sur de l'attaque, du placement. Des sorts, on peut faire plein de choses différentes. Dans la boîte, il y a plein de sorts différents avec plein de créatures différentes aussi, ça c'est cool. Oui. Voilà, donc chouette et évolutif, je pense, sur les parties, quoi. Là, très bonne surprise. Pour le coup, héros, c'est absolument surprenamment bien. On va maintenant passer à une petite section rapide où chacun, on va vous présenter un jeu qui est pas sorti ce mois-ci, mais un jeu qui nous plaît. C'est un peu notre coup de cœur. On passe au coup de cœur de nous. Bien comme nom. C'est le titre est super. Je l'ai trouvé là comme ça. Coup de cœur de nous. Alors pour le coup de cœur de nous, oui. Alors pour le coup de cœur de moi, mais c'est aussi le coup de cœur de nous. Ben je l'ai pas mis dans le top 10 parce que comme on avait dit, il fallait un 11e, un 12e. Dans le top 10 de nos jeux préférés, une autre vidéo qui se trouve quelque part sur la chaîne. Il devait être par là. Mais The Game, c'est quand même très très bien. C'est le jeu qui a pas de graphisme, qui a pas de nom, qui a pas de thème. Qui est moche. Qui est moche. Voilà, c'est des têtes de mort sur fond rouge. Voilà. Quand on l'a reçu la première fois, on a fait qu'est-ce que c'est que ça? On y a joué, on a fait hey, c'est bien. On a rejoué, on a fait hey, mais c'est très très bien. Méga bien. On y a rejoué, on a fait mais c'est génial. Et depuis, c'est le jeu qu'on vend plus dans le magasin. Et non, c'est très très bien. C'est un jeu coopératif. Un jeu coopératif où en fait le but va être de jouer toutes les cartes du jeu. Donc il y a 2 tas qui vont monter, donc on va jouer des cartes de plus en plus fortes, et 2 tas qui descendent où on va jouer des cartes de plus en plus faibles. En fait l'astuce c'est qu'on peut remonter dans ces tas-là, c'est-à-dire en jouant 10 de différence. Si par exemple sur un tas on a joué le 2, le 5, le 8, ça va à peu près, puis que d'un coup on a joué le 35 parce qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas autre chose, et puis on peut jouer le 25, puis le 10 de moins. Et comme c'est coopératif, ben on peut se concerter, on peut dire attends, surtout joue pas là, vraiment moi j'ai ce qu'il faut, joue ailleurs mais pas trop s'il te plaît, voilà. Et comme ça au fur et à mesure on va essayer de jouer toutes les cartes du jeu. C'est hyper addictif, c'est court, ça plaît à tout le monde. C'est coopératif, ça plaît bien à eux, on finit une partie, on veut en faire une autre. On peut même jouer tout seul, enfin c'était le J'aime pas galvauder les mots en disant c'est incontournable, c'est indispensable, mais là, oui, c'est incontournable, c'est indispensable, il n'y a pas d'autre mot. C'est l'évidence, The Game.
Moi, je vais vous parler d'autre chose. On change complètement de registre. Je vais parler d'un jeu pour enfants, parce que je crois que je suis un grand enfant. Je vais vous parler du Trésor des Dragons. Que tu as oublié près de la caisse. Que j'ai pas pris, hein. Merci Lola de me ramener le Trésor des Dragons. C'est un jeu que j'ai ramené de chez moi. On l'avait au magasin, mais je voulais le ramener de chez moi. Voilà. C'est émotionnel. Petit jeu pour les enfants à partir de 5-6 ans. C'est un petit jeu de mémoire. Plein de cartes sur la table. Les dalles de la grotte du dragon, on va les retourner. Derrière, il y a des trésors, il y a des jouets, alors on en retourne autant qu'on veut. Et puis si on tombe sur une araignée ou un dragon, pouf, tourne pas face cachée, on prend rien, et ça passe le jour d'après. Du coup, si je m'arrête avant de tomber sur une araignée, eh ben je prends des jouets, je prends des trésors. Est-ce que je continue à retourner des trucs? Est-ce que je m'arrête et je prends déjà ce que j'ai? Ah, mais si j'en retourne une de plus, c'est peut-être un trésor? Eh ben on prend des risques, on se marre. Quand on se plante, on remet tous face cachée au même endroit. Et du coup, le jour d'après, c'était pas là les trésors, il va aller vous les piquer. C'est super mignon, super rigolo. Ça fait partie de ces jeux qui sont des jeux pour enfants, parce que c'est graphiquement c'est pour enfants. Les enfants s'y éclatent. Mais dès que les enfants sont au lit, on leur pique le jeu, pour le coup. Moi je l'ai acheté, ça m'évitera de faire des enfants. Comme ça je me suis déjà un enfant moi-même. Je vais l'acheter aussi. Voilà. Non, c'est assez fabuleux le Trésor de Dragon, quoi. C'est le genre de truc que je sors toujours avec des amis en disant on joue à ça, ils disent trop peu pour enfants. Et au bout de on en refait une qui c'est qui avait raison. Fabuleux. C'est le type de jeu que moi j'adore, je suis hyper nulle parce qu'à chaque fois c'est la patte du gain de se dire allez un jouet de plus et paf c'est un dragon. Voilà. Ouais, c'est du risque, on n'y arrive pas, c'est de la mémoire, on n'y arrive pas, on galère un peu mais franchement on se marre. Trésor de Dragon, un jeu pour enfants à avoir. Lola, tu veux nous parler de quoi? Moi j'avais envie de parler de Tragedy Looper. La boîte représente pas spécialement le jeu, ce qui va se passer dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu asymétrique d'enquête, de déduction, de choses comme ça. On va avoir un maître du jeu en fait qui va gérer le jeu forcément et en fait des joueurs qui vont être dans un scénario qu'ils ne connaissent pas au début. Donc c'est-à-dire on a 4 lieux différents. Dans lesquels il y a des personnages. Alors c'est du coup c'est le graphisme c'est style manga quoi avec donc une lycéenne, un lycéen, des gens dans le sanctuaire, enfin plein de choses comme ça, un médecin. Et le maître du jeu il sait en fait qu'on est il sait qu'on est dans tel scénario. Donc c'est-à-dire que il y a un meurtrier, il y a un personnage clé, peu importe, et ce personnage clé s'il est tué par le meurtrier, les joueurs ont perdu. Concrètement, c'est ça, pour expliquer un petit peu le concept. Nous, du coup, on va essayer d'empêcher ça. Comment ça se passe? Le maître du jeu, concrètement, il déplace des personnages, il rajoute de l'intrigue, des choses comme ça. Les joueurs, par rapport à ce qui a été fait, face cachée, on se dit, il a sûrement déplacé ce personnage ici, parce que lui, c'est peut-être le personnage clé, et on veut pas qu'il soit tué parce qu'on pense que lui, c'est le meurtrier, etc. On déplace plein de choses. Il y a 3-5 tours de jeu. Le truc c'est qu'à la fin d'un tour de jeu, le maître du jeu il va nous dire, enfin nous ma première partie c'était ça, on déplace des choses, on se dit ok on va voir ce qui se passe, bon c'est perdu. Quoi c'est perdu? Donc c'est perdu, ok donc on essaie de comprendre. Fin de la vidéo. Juste avant de se quitter, on vous parle rapidement, un petit teasing pour vous dire qu'est-ce qui sort le mois prochain. Plein de choses, plein de choses très attendues et a priori plutôt bien. Ah oui, plus qu'a priori, des jeux comme Terraforming Mars, nous on y a déjà joué, on sait déjà que c'est super. Gros jeu mais très bien. Ouais, dans l'esprit de la Galaxy, c'est fabuleux. Dice Forge, le prochain libellule, on croise les doigts pour qu'il soit sorti le mois prochain. Dice Building. Oui, un jeu avec des dés. Vous allez clipser des morceaux de dés et vous allez relancer, vous allez fabriquer vos dés au fur et à mesure. Plutôt chouette, ouais. De chez Yellow, il y a Arena of the Gods, dans la lignée de King of Tokyo. Et le mois prochain, il y a le truc qu'il faudra avoir. Century. Century dans la lignée de Splendor, genre les choses là. Rien qu'à l'explication du jeu, on a déjà envie d'y jouer, quoi. On nous explique, ah oui, on sait pourquoi c'est bien, voilà. On parlait de The Game tout à l'heure, qui est un peu une évidence. Century, ça va dépoter. Flamme Rouge, on croise les doigts pour que ça soit sorti, je sais pas ce qui, la réédition de Micromutant, je crois. Micromutant qui revient avec un petit jeu de puces d'adresse, très chouette. Tout ça, ça sera pour la prochaine vidéo du mois prochain. D'ici là, bon jeu. On vous attend au magasin pour parler de tout ça, pour qu'on monte tout ça. Et à la fin du mois, au Festival du Jeu. Au Parc des Expos. Tout à fait, le 26, 27, 28 mai. On se revoit au magasin, on se revoit là-bas. Salut les gens! Salut!